La rue assourdissante autour de moi hurlait. Bonjour à tous, vous ne rêvez pas. C'est bien l'un des poèmes les plus connus du recueil poétique Les Fleurs du Mal que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème commenté à de très nombreuses reprises, un poème qui a fait date et qui a obligé tous les écrivains, se targuant de parler de coups de foudre et d'amour, à se hisser au même degré d'intensité du génie de Baudelaire. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc justement, c'est ce qu'on appelle le génie baudelairien. Et le génie baudelairien, c'est quoi? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, c'est le fait, par exemple, que ce poème peut se lire de plein de façons différentes. Il peut se lire comme un coup de foudre traditionnel, celui d'un homme désespéré à l'idée de ne jamais revoir la femme qu'il vient d'apercevoir. Je suis dégoûté. Mais il peut aussi se lire comme une rencontre. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. La rencontre du spleen, représentée par Baudelaire, se mettant ici en scène comme un véritable poète maudit. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? Une rencontre du spleen donc avec l'idéal, allégorisée par cette femme dont les contradictions fascinent et inspirent le poète, qui trouvera, après sa fugitive rencontre, le matériau nécessaire pour créer et écrire et aller au-delà de son mal-être. C'est profond ça. Bref, vous avez affaire à un poème, quoi qu'on en dise, extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce que l'on appelle aujourd'hui le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi? Non. Donc voilà. Eh bien, le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique, cachée. Rien compris, moi. Que veut dire symbole? L'étymologie du mot symbole vient du grec symbolein, qui veut dire relier. Voilà, qu'est-ce que ça change? Il s'agirait ainsi de se faire l'écho du monde des mystères, faire le lien entre le réel et l'irréel, le visible et l'invisible. Par la poésie, et par ce poème donc, le poète vous propose, dans Une passante, rien de moins que de pénétrer les mystères, voir par-delà les sens et savourer une nouvelle façon de sentir les mondes visibles et invisibles qui nous entourent. Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation. À quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu dans le livre? Quand est-ce qu'il a été publié? Est-ce qu'il appartient éventuellement à un mouvement littéraire? Et enfin un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème à une passante, relatant un coup de foudre tout à la fois littéral et hautement symbolique. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? 1, 2, 3, partez. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. C'est en ces termes antithétiques que le poète évoque la femme qu'il vient de croiser. Une femme aux multiples contradictions et dont on ne saurait dire si elle symbolise un être fugace, fugitivement aimé, ou bien une sorte de bonheur amoureux à jamais inaccessible, ou bien encore un absolu esthétique qui permettrait à Baudelaire de sublimer son art afin de dépasser ce spleen qui ne cesse de le hanter. Faisant partie de l'ensemble des 18 poèmes intitulés Tableaux parisiens dans Les Fleurs du Mal, publié en 1861, deuxième édition, le poème à une passante évoque donc une rencontre tout à la fois amoureuse, poétique, symbolique et esthétique. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le poème en 4 axes. Le premier axe sera l'évocation d'un cadre déplaisant, vers 1. Le deuxième axe se nommera l'irruption enchanteresse d'une inconnue, des vers 2 à 5. L'axe 3 se nommera une inconnue tout en ambiguïté, des vers 6 à 8. Le quatrième et dernier axe se nommera une inconnue allégorisant la posture du poète maudit en pleine alchimie poétique, et ce sera les 2 derniers tercets. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super.
Oui, enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! Dès le premier vers, l'impression qui semble se dégager du texte est le côté désagréable environnant le poète. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Je repère immédiatement une hyperbole et une personnification mettant en évidence le contexte déplaisant dans lequel évolue le personnage. L'hyperbole ici accentue sur le bruit oppressant dans lequel baigne le poète. La personnification, elle, fait de cette rue un être qui hurle comme si ce petit bout de cadre urbain avait pour volonté de rendre hystériques les personnes qui souhaitaient le visiter. Pourquoi de tels effets? Selon moi, ces effets permettent deux choses. Roulement de tambour. 1. Présenter la rue en relation avec le poète, il est dit autour de moi, afin de mieux l'isoler puisqu'il ne participe pas au mouvement ni au bruit qui lui sont extérieurs. Il est étranger. 2. Mieux préparer la future rencontre en jouant les contrastes. Plus ce cadre sera déplaisant et plus la rencontre à venir se fera ressentir comme belle et idéale. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui? Alors pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne, deuxième axe. Dans le deuxième axe, l'impression qui domine est l'irruption enchanteresse de cet inconnu bouleversant le poète. Des vers 2 à 5. Ah oui. Je trouve ça fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Mise en lumière par le champ lexical, la femme est ici présentée en mouvement, avec des termes comme passa, soulevant, balançant, jambe. On notera que ce mouvement est d'autant plus visible qu'il tranche grâce à l'emploi des temps. Le passé simple pour cette mystérieuse inconnue, passa, et l'imparfait pour le cas dans lequel s'embourbait le poète au départ, hurlait. J'ai oublié d'être bête. Cette divine irruption frappe aussi par la silhouette de la dame qui, par le jeu des énumérations, évoque une minceur souple et élancée, longue, mince et agile. Ses mouvements sont souples et gracieux, soulevant, balançant. Cette souplesse et ce mouvement dansant sont également rendus par le rythme, notamment dans le vers 3, qui est ce que l'on appelle un tétramètre régulier, entendez par là qui offre un rythme ternaire à 4 reprises, soulevant, balançant, le feston et l'ourlet. Dernier détail, enfin, montrant d'après moi le trouble que suscite la jeune femme envers le poète, la structure du vers 2. La construction symétrique de ce vers, on appelle aussi cela un chiasme, crée d'après moi un effet d'insistance interpellant tout aussi bien le poète que son lecteur, et préparant sans aucun doute aux nombreuses bizarreries qui se dégagent de cet inconnu. Bizarre, bizarre. Dans le troisième axe, il me semble en effet que cet inconnu regorge d'ambiguïté, les vers 6 à 8. L'ambiguïté d'abord antithétique et se situe en premier lieu entre elle et lui. Lui a l'immobilité du poète accentuée par la comparaison avec le terme crispé, crispé comme un extravagant, et elle semble tout en souplesse et en mouvement. Mais ce mouvement, lui non plus, n'est pas très clair et paraît pétri de contradictions. Ah! Car si cette femme a pour elle le champ lexical du mouvement évoqué tout à l'heure, ce mouvement est aussi celui d'une statue, plutôt réputée pour son immobilité. Alors, cet inconnu, en mouvement, immobile, les deux? J'en sais rien, ouais. Et si sur un plan métaphorique, l'ouragan en germe peut suggérer toutes les pulsions contenues, montrant ainsi toutes les forces bouillonnantes vivant au fond de nous, il peut aussi évoquer, allégoriser les forces destructrices de la mort, comme le regard de la méduse, avec la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un vers qui se construit sur un parallélisme de construction, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
et qui, là encore, par ses nouvelles antithèses, donc, brouille les pistes de ce que pourrait véritablement être cette femme, tour à tour objet de désir, mais aussi objet de mort, le plaisir qui tue. Finis-moi ce type. Dans le quatrième et dernier axe, l'impression que j'ai, c'est que cet inconnu, tout en confirmant le désespoir amoureux et la vision mélancolique du monde, cher au poète maudit, semble aussi redonner une certaine vitalité au poète. Une vitalité poétique en tous les cas. Dans un premier temps, c'est bel et bien le constat d'échec dans la rencontre amoureuse qui semble prédominer dans le passage, notamment dans l'extrait « Un éclair, puis la nuit ». L'éclair, c'est la brièveté, la lumière qu'offre cette femme et que lit le poète dans ses yeux. Mais il retombe immédiatement dans sa nuit intérieure, véritable métaphore, en voyant un dos s'éloigner vêtu de noir. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. L'antithèse lumière-nuit introduit donc une note pessimiste, renvoyant au spleen, souvent évoqué dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos où je parle des fleurs du mal. Ces antithèses, je les retrouve aussi dans ces notions antithétiques d'immédiateté et d'immuabilité, avec les termes fugitive, soudainement et éternité. Elles confirment toujours, d'après moi, l'écartèlement du poète, constamment tiraillé par ce que semble pouvoir lui offrir cette fameuse inconnue. Dans le vers, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, la gradation dans l'espace d'abord, puis dans le temps ensuite, montre l'éloignement irrémédiable entre les deux personnages. L'émotion du poète est marquée par les nombreuses exclamations. Le jamais prend une dimension particulière, il est mis en relief par les italiques, car il semble exclure aussi la possibilité de retrouvailles dans l'éternité, même s'il est atténué par le peut-être. Dans l'avant-dernier vers, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, nous pouvons observer un constat d'ignorance du projet de l'autre, insistance marquée par le parallélisme de construction opposant je et tu, fuir et aller. Fuir aller, c'est le mouvement physique, mais c'est aussi une métaphore de la destinée de chacun. C'est profond ça. Ô toi que j'eusse aimé. L'hypothèse fonctionne dans l'irréel avec un subjonctif plus que parfait. Regret très fort d'un amour qui n'a pu être réalisé et qui ne le sera jamais. Et au subjonctif présent? Que je suce. Non, que je sache. Ça, c'est l'imparfait du subjonctif. Ô toi qui le savais, le poète regrette peut-être qu'elle n'ait pas fait le premier pas. Ils sont ainsi doublement semblables. Pour avoir reconnu chez l'autre un amour possible, pour avoir identifié l'âme sœur, pour avoir choisi de passer sans s'arrêter, et pour n'avoir pas voulu saisir ce moment. Et c'est en ceci qu'ils sont tragiques, ils ne veulent pas changer leur destinée, ils l'assument. C'est une catastrophe. Néanmoins, cette tragédie semble également sublimée par l'acte poétique lui-même, puisque Baudelaire, tout en assumant avec fatalisme cet échec, transcende son spleen dans l'acte créatif en le faisant devenir un pur objet poétique, magnifié par le lyrisme et le style de son écriture. Ce lyrisme, on peut le voir dans le travail musical de ces derniers vers, rythmique, avec l'équilibre parfait créé par le respect des hémistiches, sonore, avec le travail sur les rimes, mais aussi sur les assonances en o, on, ou, en ou un. C'est très délicieuse. Ma banne, comme ça, wallah. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explicationnaire, c'est quoi? C'est assez simple, une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la naissance d'un coup de foudre, une rencontre tout à la fois sentimentale, symbolique et poétique, partagée entre spleen et idéal, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore, cela peut être les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants, et lien avec d'autres œuvres, en l'occurrence ici, un tableau de Renoir, illustré par la chanson de Léo Ferré, célèbre chanteur ayant mis ce poème en musique. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type, telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go! 1, 2, 3, partez. Pour conclure,
Nous avons donc vu que ce poème, sous une apparence traditionnelle, était bien un prétexte pour Baudelaire. Un prétexte de réécriture permettant de mieux allégoriser ses obsessions d'artiste, celle de montrer, entre autres, l'impossibilité du bonheur et la posture du poète maudit atteint par ce spleen, ce fameux mal du siècle auquel le poète appartenait. Dans le poème Une charogne, par exemple, le poète se servait d'un cadavre d'animal pour mieux réinventer le topos du tempus fugit, le temps qui passe. Une femme inconnue, dans ce poème, l'aide pour sa part à mieux réinventer le thème du bonheur, toujours inaccessible et éphémère, mais éternel par les mots grâce à la réécriture poétique. Une poésie qui pourrait encore mieux s'appréhender donc par deux liens. Le premier serait le tableau de Renoir intitulé Les Parapluies, peint en 1883, et où nous observons encore une jeune femme dans un cadre urbain balançant comme l'héroïne baudelairienne le feston et l'ourlet. La chanson de Léo Ferré, sortie en 1967, déclamant les mots du poète et faisant la part belle au lyrisme du texte, déjà évoqué il y a quelques instants. La rue assourdissante autour de moi hurlait. On peut dès lors se demander si la poésie pour Baudelaire n'est pas un moyen de transformer et figer pour l'éternité ce qui est voué à disparaître, ou bien, plus simplement encore, ce qui nous échappe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été faite avec les moyens du bord, si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut! C'était vraiment très intéressant.